La vidéo que vous vous apprêtez à regarder contient des opinions d'analyse et est aussi proche qu'il est possible de l'être de ce que je considère subjectivement comme de l'objectivité. S'il vous semble que je m'acharne sur le Marvel Cinematic Universe alors que vous adorez cet univers, soyez sûr de le mentionner en commentaire, mais rappelez-vous d'une chose. Cette vidéo parle principalement des problèmes de production, d'écriture et de réalisation du MCU. Il existe des qualités indéniables dans chaque œuvre de Marvel et si vous voulez une vidéo sur le sujet, soyez sûr de le mentionner en commentaire. Mais aujourd'hui, on se concentre principalement sur ce qui ne marche pas. Si donc les critiques objectives vous font peur, soyez sûr de visiter la description ou de regarder la vidéo qui apparaît présentement à l'écran. Et comme d'habitude, ça implique que mon watch time va totalement être plombé. Donc pour le bon référencement de la vidéo, soyez sûr de vous abonner, d'activer la cloche, de laisser un commentaire de petit chat trop mignon, ainsi que de la partager sur tous vos réseaux sociaux. Sur ce, place à la vidéo. Si vous êtes né, disons après 2004, il est probablement très difficile pour vous de vous rappeler d'une époque où le cinéma n'était pas dominé par l'univers Marvel. En 2008, quand le premier Iron Man est sorti, le Marvel Cinematic Universe a su faire ses premiers pas dans le monde. Premiers pas qui lui ont permis de se hisser parmi les plus grandes franchises de tous les temps. Avec une franchise qui fait autant parler, évidemment, tout le monde a son petit avis. De la simple culture des memes à des réalisateurs apex dans le domaine qui pensent bien qualifier Marvel de ne pas être du vrai cinéma. Mais comme pour toute chose, le négatif est souvent exagéré mais bel et bien fondé. Cependant, l'objectivité existe encore et il est clair que la qualité de cet univers descend au fur et à mesure. La faute à quoi? Les effets spéciaux, les scénarios, les studios prenant mauvaises décisions sur mauvaises décisions? Probablement, mais on peut tout clarifier en une phrase. Marvel ne sait pas construire un univers. Le world building, c'est l'essence même des larges narrations comme Le Seigneur des Anneaux ou Harry Potter. Le fait d'entourer votre fiction de certaines règles qui font que cet univers fonctionne de telle ou telle façon. Et malheureusement pour Marvel, cette notion semble leur échapper totalement. Mais voyons donc jusqu'à quel point. Salutations et bienvenue à Faits et Fiction, l'émission où on analyse la culture. Aujourd'hui, je vous explique pourquoi le Marvel Cinematic Universe ne fait qu'empirer d'épisode en épisode. Nous y voilà, après plusieurs vidéos sur DC Comics et de simples évocations de l'univers Marvel dans d'autres émissions, je suis finalement arrivé au point où je vais tracher sur la licence la plus populaire de l'histoire du cinéma. Licence qui est probablement une de vos préférées. Vous êtes littéralement sur une chaîne qui ne parle que de pop culture cinématographique. Soyez donc sûr pour me punir de vous abonner et d'activer la cloche au passage. Sur ce, enchaînons, c'est quoi le gros problème chez Marvel? Une mauvaise timeline. J'ai déjà grossièrement expliqué ce que c'est le world building, mais vous le connaissez peut-être sous le nom de background. Dans une histoire, mettre du background, du lore, de l'histoire, des conflits sociopolitiques et tout ce qui entoure, c'est très bien, mais vous savez ce qui est encore mieux? C'est de nous montrer tout ça. Bah oui, forcément, tout le monde le sait, le lore et le background ne devraient jamais prendre la priorité sur l'histoire qu'on tente de raconter. On peut citer Game of Thrones comme exemple qui a un lore très complexe mais qui est simplement évoqué de façon assez rare, toujours disponible pour les intéressés. Prenez-le simplement Aang, Sokka et Katara qui vont de temple de l'air en temple de l'air, parcourent le monde et apprennent les 4 éléments à maîtriser à l'Avatar. C'est l'histoire principale. Mais de savoir quel genre de sous-vêtements portaient les Air Nomades, c'est techniquement du world building. Je vous explique tout ça parce que le MCU a probablement un des pires world building de l'histoire de la fiction. Pour illustrer mes propos, voyons comment on est censé raconter une histoire. Il est plus ou moins établi que plus tard on commence une histoire dans la vie des personnages et plus tôt on la finit, le meilleur elle est. Ce que ça implique, c'est qu'il vaut mieux raconter beaucoup de choses qui se sont passées en une semaine que la même quantité de choses qui se sont passées sur 12 ans. Mais surtout, c'est important que la narrative et les personnages présents dans l'histoire viennent révéler les éléments importants au fur et à mesure que cette histoire évolue. C'est comme ça qu'elle reste cohérente. Quand on revient sur cette cohérence et qu'on modifie des événements préétablis, on appelle ça un retcon pour retour sur la continuité. Et Marvel, ce ressort narratif, ils en abusent avec la subtilité d'un éléphant déchiré sur l'absinthe dans un magasin de porcelaine. Odin a un gant de l'infini, oups, c'est un faux. Le Bifrost est détruit et Thor ne peut pas revenir sur Terre, oups, on a besoin de lui pour Avengers, alors on invente une excuse bullshit à la base d'énergie sombre, ta gueule, c'est magique. Justement, la magie, ça existe pas, c'est juste les Asgardiens qui ont des pouvoirs spéciaux, oups, non, on a de la vraie magie que éventuellement les Asgardiens pourront utiliser aussi. On croyait que les films de la phase 1 se passaient dans leurs années respectives. Oups, Spider-Man Homecoming confirme que non, mais Infinity War vient dire que oui. Ah! J'adore les retcons. Les retours sur la continuité de Marvel, c'est une de leurs plus grandes faiblesses. Et ironiquement, ça vient de la chose pour laquelle ils sont le plus connus. L'univers partagé.
J'ai déjà expliqué dans ma vidéo sur Percy Jackson, qui est excellente au passage, que les univers partagés, c'est une poule aux œufs d'or pour les studios. Pour la simple et bonne raison que de faire de la quantité sera toujours plus profitable et plus facile que de faire de la qualité. Même si Marvel finit par annoncer cette image paresseuse de studio qui ne fait que produire des films formatés en boucle, eh bien le fait étant que ça leur fait au moins de la pub. À ce niveau-là, on n'en a rien à battre de la qualité du film, on veut que les gens le voient. C'est des mathématiques simples. Si 100 millions de personnes pestent contre le dernier Marvel, eh bien, c'est 100 millions de personnes qui ont vu le dernier Marvel, et donc c'est bon pour le chiffre d'affaires. Mais à un certain moment donné, si l'univers partagé c'est bon pour le chiffre d'affaires, il faut relativiser. Avoir un univers partagé créativement en tant qu'artiste, c'est s'enfermer dans une bulle créative qui fait que pour raconter une histoire cohérente, il faut prendre en compte tout ce qui est prévu après et tout ce qui a été fait avant et pendant. Et imposer des normes, des barrières et des critères sur le long terme, c'est comme ça qu'on tue l'art d'un artiste. Cette timeline que vous connaissez tous avec les phases 1, 2, 3, 19 du MCU, elle a beau être magnifique et glorifiée, réveillez-vous un peu, c'est une feuille Excel. Une feuille Excel avec de très jolies couleurs, mais une feuille Excel quand même. Pour illustrer mes propos, j'appelle à la barre Doctor Strange in the Multiverse of Madness, réalisé par notre sauveur à tous, Sam Raimi. Raimi, ça a toujours été un énorme fan de Marvel, surtout entre les années 70 et 90. On sait donc que c'était juste une question de temps avant qu'il soit appelé à travailler pour le MCU. Mais si Raimi est souvent popularisé pour son travail sur les premiers Spider-Man, c'est aussi un énorme fan d'horreur connu pour avoir popularisé Evil Dead. Alors son idée sur Doctor Strange 2, c'était évidemment de faire un vrai film d'horreur. Et même si Doctor Strange 2 est en effet bien plus sombre que le reste du MCU, eh bien les exécutifs de chez Disney, ils n'ont pas voulu le laisser faire. Ils ont été très clairs sur le fait que Doctor Strange in the Multiverse of Madness a été produit et serait produit pour faire plaisir à la famille avant tout. Pourquoi? Parce qu'ils voulaient que ça reste cohérent avec le reste de la franchise Marvel. Une cohérence de plus de 30 films. À ce point-là, être cohérent, ça veut dire ne plus avoir de créativité. Et oui, en bout de ligne, c'est des exécutifs, c'est eux qui ont les droits, c'est eux qui financent, c'est eux qui décident, blablabla. Bla, bla, bla. Mais si tu veux une commande formatée qui répond à tes critères en tant qu'exécutif, prends un réalisateur qui n'a pas pour habitude de signer ses œuvres avec des plans de caméra et des thèmes récurrents. Ou à la limite, si tu veux de la créativité, t'en prends un qui a déjà un style défini et qui colle avec ta vision en tant qu'exécutif de ce que Marvel devrait être. T'irais chez le boucher pour lui demander une salade, toi? Non? Eh bien, va pas chez Sam Raimi pour lui demander un film formaté! Heureusement pour eux, il existe une façon d'avoir le beurre et l'argent du beurre, d'avoir la créativité et le format classique Marvel. Je parle bien sûr des univers alternatifs. Le multivers Marvel, même ça, ils ont réussi à le rater. Le multivers. Ils ont réussi à rater le multivers. Grossièrement en plus. On peut retracer les débuts du concept de multivers jusqu'au Moyen-Âge, mais il a surtout été développé par le philosophe et psychologue William James en 1895. Réellement, tout ce que nous savons du bien et du devoir origine de la nature. Nature qui n'est que la plasticité et l'indifférence. Un multivers moral comme on pourrait l'appeler. Et voilà comment le terme multivers a été officiellement introduit dans la culture populaire. Mais en fiction, si beaucoup d'œuvres utilisent et ont déjà utilisé par de passé les multivers pour raconter des histoires différentes, c'est surtout à Rick and Morty qu'on doit sa présence dans notre culture aujourd'hui. Le fonctionnement d'un multivers, ça mérite sa propre vidéo, soyez donc sûr de mentionner en commentaire si ça vous intéresse. Mais voici donc les grandes lignes. Toute fiction a un univers principal. Quand on parle de canon ou de canon en français, c'est de cette timeline qu'on parle. Mais certaines fictions ont des univers alternatifs, entrant dans le multivers où les choses se passent de façon différente. Et dans Rick and Morty, on en a une excellente représentation. S'il y a une quantité infinie d'univers, il y a donc une quantité infinie de possibilités et donc d'histoires à raconter. Histoires qui n'auront jamais de conséquences non désirées sur le canon parce qu'elles se passent de leur côté dans un univers isolé. Maintenant, si on s'accorde au site officiel de Marvel Fandom, il existe environ 70 000 personnages différents Marvel, chacun avec leurs histoires à raconter. Maintenant, entrant dans l'univers des films, on veut continuer de surfer sur le succès, mais on veut s'éloigner un peu de ce qui a été fait. C'est donc comme ça qu'on ouvre les portes du multivers. On produit une série d'anthologies où chaque épisode raconte l'histoire d'un univers différents. On produit même cette série en animation. On n'est plus limité par les lois de la physique. Il n'y a plus aucune barrière nous empêchant de raconter l'histoire qu'on veut raconter. Je suis en train de vous pitcher What If, ce qui aurait dû être le meilleur produit Marvel jamais réalisé. Au lieu de ça, ils ont juste refait le MCU en animation avec des mini-différences pour bien montrer à quel point ils vont continuer de réutiliser la même formule en boucle. Ils ont même refait le même principe avec un team-up sans réelle substance à la fin. Et le pire là-dedans, le summum de l'insulte, c'est qu'ils ont fait de What If une série canon. Le principe même d'un comics What If, c'est de faire ce qu'on veut, de raconter une histoire qui n'a rien à voir avec le reste
sans conséquence. Et maintenant, tu me dis que l'histoire que vous me racontez dans ce setting-là, eh bien, elle est non seulement canon, mais qu'elle a un incident sur la continuité? J'aime beaucoup comparer la fiction et la cinématographie à de la bouffe. Donc, imaginez What If comme une pizza. On m'avait promis une histoire de multivers et on ne me l'a pas donnée. Une histoire de multivers sans conséquence que je peux juste regarder sans forcément m'impliquer dans d'autres produits. C'est comme si j'avais commandé un burger et qu'on m'avait livré une pizza. Ça peut être la meilleure pizza que j'ai jamais mangée. J'ai commandé un burger. Alors tu reprends ta délicieuse pizza toute formatée et tu me ramènes mon burger totalement sans canon et sans conséquence sur le large buffet qu'est le multivers Marvel. Est-ce que c'est moi ou je commence à me perdre dans mes métaphores? Donc en bout de ligne, je pense que multivers Marvel est relié par beaucoup trop de règles. Mais le problème étant que ces règles, il faut bien les établir et les suivre parce que si on décide de les transgresser après, c'est pas utile! Le respect des règles. Marvel, comme Disney en général, ne se décidera jamais entre oui ou non prendre des risques. Si je disais tout à l'heure que d'ouvrir le multivers, c'est d'ouvrir des possibilités de portes infinies, eh bien, ça ne veut pas dire que les produits sont forcés de traverser toutes ces portes. Et c'est correct. Par contre, quand tu traverses une porte, tu la traverses pour de vrai. Tu mets pas ton pied dans le cadre en te demandant si oui ou non tu vas rentrer après 30 secondes. Reparlant de What If, voici Ultron, son méchant principal, une version alternative du robot tueur créé par Tony Stark qui finira par s'emparer des pierres d'infini. Déjà, parlons de l'éléphant dans la pièce. Ultron, avec une seule pierre, est capable de venir à bout de Thanos avec 5 pierres. Ici, les fans parlaient de lazy writing, de mauvaises blagues, etc. Mais dans le grand scheme du MCU, ça implique quelque chose de vraiment pire au niveau de l'écriture. Thanos a été capable de prendre pas une, mais 2 fois le pouvoir des pierres, mais aussi de survivre à un coup de Stormbreaker en pleine tronche. Stormbreaker, une arme légendaire des dieux asgardiens, capable de couper à travers le pouvoir des 6 pierres en même temps. Et maintenant, Thanos, il se fait démolir en 1 seconde versus un 6e du pouvoir qu'il a été capable de prendre à la gueule 2 fois avec une hache magique dans la gorge. Peu importe comment tu retournes la scène, elle n'a aucun sens. Mais c'est pas juste de ça que je veux parler. Je veux parler des pierres au sens large. Que sont les pierres d'infini? Dans les comics, il existe une règle par rapport aux pierres d'infini. Une règle qui est présente dans tous les univers Marvel, c'est-à-dire quand on les sort de leur univers d'origine, elles deviennent inutiles. Cette loi de l'infini, qui est le nom que j'ai décidé de lui donner parce que ça sonne génial, c'est la constante qui lie chaque univers Marvel dans le multivers. Et Ultron, dans What If, il utilise les pierres d'un univers à l'autre. Mais oui, je vous entends, peut-être que les pierres n'ont pas cette règle dans les univers issus d'audiovisuel comme le cinéma ou les séries. Non, c'est impossible. De un, parce que autant clarifié dans les databooks que dans plusieurs films, incluant le dernier Spider-Verse, l'univers cinématographique Marvel se déroule sur la Terre 199 999 et l'univers des comics se déroule sur la Terre 616. De un, même les scénaristes de Doctor Strange, ils ont pas fait attention à ça. Et de deux, ça implique que tous les univers Marvel, incluant le MCU et donc ce qui arrive dans What If, ben ça se passe dans le même multivers, impliquant que la loi de l'infini devrait y avoir une incidence. Et surtout, la loi de l'infini, elle a été démontrée dans Loki. Et ils ont réussi à l'ignorer dans une série qui est sortie 2 mois après. Ça a même été confirmé sur Internet ici et là. Tu parles, est-ce que c'est possible d'en avoir rien à battre de son univers à ce point-là? Puisqu'on est sur le sujet. Marvel versus la réalité. Un super-héros qui porte un costume moulant pour aller péter la gueule d'un méchant en costume moulant, c'est un concept assez ridicule. Si ça marche depuis les années 40, c'est parce que les super-héros évoluent dans un monde qui est construit pour que ce soit plus ou moins normalisé. Ben oui, rappelez-vous, le world building, c'est le sujet de la vidéo à la base. Mais l'univers des films, il se veut plus réaliste, ce qui est quand même très dommage quand tes persos principaux, c'est des dieux, des super-soldats et des milliardaires avec une technologie incroyable. Par exemple, Ant-Man trouve son surnom ridicule versus Star-Lord qui en est très fier et passe 45 minutes à rappeler qui il est. Un peu d'humour ici et là pour pointer le ridicule de la chose, ça va. Mais là, on est rendu au point où Marvel harcèle psychologiquement ses personnages. Pourquoi? Parce que les scénaristes de Marvel sont conscients du fait qu'ils travaillent avec un concept assez ridicule, mais ils ne l'assumeront jamais. Chaque fois qu'un personnage va faire quelque chose d'un peu hors norme, il va se faire pointer du doigt par l'univers entier pour le principe de faire rire l'audience. Et parlant d'audience, c'est la première leçon qu'on vous apprend en école de cinéma. Si vous ne croyez pas en votre concept en travaillant sur un film,
pourquoi est-ce que l'audience devrait y croire? Ce qui nous amène à mon point principal pour ce segment, Marvel n'a pas créé d'univers, il a transposé le nôtre. Selon Stan Lee lui-même, le créateur de Marvel, cet univers est censé être une réflexion sur notre réalité. Mais le MCU, c'est plus une réflexion de notre monde, c'est notre monde. Dans le sens où, dans une fiction cohérente et bien écrite, les personnages verraient l'univers d'une certaine façon et l'audience le verrait d'une autre. Mais ici, c'est pas ce qui se passe. Les personnages de l'univers Marvel adopteront toujours les mêmes réactions que l'audience. Par exemple, dans Thor Love and Thunder, on voit qu'à New Asgard, il y a un magasin de crème glacée nommé Infinity Cones, ce qui est quand même une excellente attraction touristique. Je veux dire, c'est le gant de l'infini. Avec tous les produits dérivés sur le gant de l'infini, peut-être que vous en possédez même un vous-même. Oui, c'est une attraction géniale et profitable pour la compagnie Disney, dans notre monde. Mais ici, cette crèmerie sur le thème du gant de l'infini, elle est en plein milieu de New Asgard, la ville des réfugiés asgardiens. Asgardiens qui, pour rappel, ont été presque anéantis par les forces de Thanos utilisant le gant de l'infini, sans parler des trillions de personnes exécutées par le claquement de doigts. Et maintenant, il y a un hommage à cet objet génocidaire en plein milieu de la ville d'un peuple qui vient de s'en rebâtir. C'est comme si t'allais à Varsovie, la capitale de la Pologne, et que t'érigeais un drapeau en hommage à l'Allemagne. N'abordons pas trop ce sujet polémique, je vais me faire shadowban ou et démonétiser. Parlons plutôt de la série Hawkeye. Ici, Clint et sa famille se retrouvent dans le public d'une comédie musicale sur Broadway abordant le thème de la bataille de New York dans le premier Avengers. Rogers the Musical est un projet de théâtre qui est censé arriver dans notre monde éventuellement. Une sorte de façon de reparler et de rebooter la saga de l'infini sous un nouvel œil avec un nouveau processus créatif. Et ça, encore une fois, c'est une excellente idée pour notre monde. Mais dans l'univers Marvel, on parle d'une comédie musicale qui raconte l'histoire d'une tragédie qui est arrivée il n'y a même pas 15 ans. T'imagines, t'es un travailleur random dans l'univers Marvel, tu viens de survivre à 15 ans de thérapie avec un syndrome post-traumatique à cause de la bataille de New York. Et là, tu découvres que Broadway est en train de capitaliser avec une comédie musicale sur l'événement qui a tué toute ta famille. Même chose dans la série Miss Marvel, ils ont un Avenger Con, comme un Comic Con. Ce qui, dans notre univers, est un événement pour rassembler tous les fans. Mais dans l'univers Marvel, ça revient à avoir une convention pour rallier les fans de milliardaires, de super soldats et de groupes religieux minoritaires se basant sur des écrits de plus de 1000 ans qu'on ne suit plus aujourd'hui. C'est quoi après, on va avoir l'apparition de l'église d'Elon Musk? Ouais non, ce qui me fait peur avec cette blague-là, c'est que ça m'étonnerait pas que ça arrive. Et je sais ce que vous vous dites après avoir regardé jusqu'ici cette vidéo. Je suis qu'un hater qui déteste Marvel, je suis un snobinard qui me dit cinéphile alors que je fais qu'imposer mon avis, mais c'est ça le truc. Moi, j'adore Marvel. Si j'ai autant de choses à reprocher sur ce que devient cet univers, c'est parce que, à la base, c'est une franchise que j'adore. Parce que les dessins animés, les films Marvel, c'est ce qui m'a forgé. C'est ce qui m'a introduit au monde des comics, au monde des super-héros, et c'est même ce qui m'a donné envie de poursuivre des études en cinématographie. Et franchement, ça me fait mal de voir le potentiel de la licence réduit à être une simple machine à cash sans nom ni effort. Alors, si vous aimez vraiment Marvel, manifestez-vous en commentaire, partagez cette vidéo et ce genre de contenu, parce que la discussion et les échanges entre fans, c'est sûrement ce que Stan Lee a su nous laisser de plus précieux. Sur ce, mes amis, vous pouvez cliquer juste ici pour voir notre dernière vidéo ou cliquer juste là pour parler plus de l'univers Marvel. Dites-moi en commentaire quelles sont vos impressions sur les derniers films du MCU et soyons sûrs d'échanger tous dans le respect et la bonne humeur. Sur ce, je vous laisse et je vous verrai la prochaine fois pour de plus amples explorations de notre omnivore.